Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 4 novembre. Bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres. Une centaine de migrants sont arrivés à Maurepas ce matin suite au démantèlement d'un campement parisien. C'est la deuxième fois que la ville accueille des migrants. Une nouvelle qui ne passe pas auprès du maire Les Républicains de la commune, vous l'entendrez. Et pour approfondir cette actualité, Guy Poupard est notre invité fil rouge, le maire sans étiquette de Bonnel, qui est la première ville de France à avoir accueilli des migrants. C'était en septembre 2015. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur un projet de logement étudiant XXL actuellement en cours de construction sur le campus de Paris-Saclay, ou un film bientôt à l'affiche produit par un Saint-Quentinois. Ils sont donc une centaine de migrants, hommes, femmes et enfants, à être arrivés ce matin par bus à Maurepas pour s'installer dans la salle des fêtes de la ville. Une arrivée qui fait suite au démantèlement du campement parisien situé à Stalingrad et qui déplaît au maire de la ville qui était présent sur place. Les précisions de Mickaël Elmidero, Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Maurepas fait une nouvelle fois face à l'arrivée de migrants dans sa commune. Après avoir reçu une centaine de personnes en juillet dernier au gymnase des Bessières, la ville est obligée d'accueillir à partir de ce vendredi 4 novembre 99 migrants principalement venus d'Iran et d'Afghanistan. Cette décision imposée par l'État fait suite au démantèlement du camp de la Villette à Paris. Il s'agissait d'accueillir pour des raisons de fraternité républicaine des gens en souffrance qui logés dans des conditions inadmissibles. Dans un premier temps, la mairie de Maurepas a décidé de s'opposer à cette arrivée en manifestant devant le gymnase des Bessières. Je suis très en colère parce que Maurepas a déjà rempli son devoir d'humanité pour accueillir des migrants l'été dernier au gymnase des Bessières. Et une seconde fois, l'État réquisitionne ce bâtiment en pleine année scolaire. Je ne comprends pas pourquoi sur les 262 communes des Yvelines, en tout cas sur le périmètre de 50 ans d'Yvelines, c'est encore Maurepas qui a été choisi. Après une heure de négociation, un compromis a été trouvé entre la préfecture et la ville pour installer les migrants dans la salle des fêtes. C'est une alternative, donc j'ai fait un pas vers l'État pour éviter justement de pénaliser les Maurepasiens avec la suppression pure et simple de 15 jours d'activité sportive dans un gymnase qui est extrêmement utilisé. Donc l'État a accepté cette solution et je m'en réjouis. Malgré tout, maintenant, je me pose des questions quand même pour l'avenir, pour éviter que ça se reproduise. C'est une bonne issue puisque l'hébergement d'urgence de gens en difficulté va être assuré. C'est ça l'objectif. Et avec l'accord du maire. Les migrants devraient rester jusqu'au 18 novembre dans la salle des fêtes de Maurepas. Selon les dernières informations communiquées par la préfecture, il pourrait être jusqu'à 350 dans les Yvelines. Et pour parler justement de cette actualité, Guy Poupard est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Guy Poupard, vous êtes le maire sans étiquette de Bonnel, une petite commune yvelinoise à la frontière de l'Essonne. Et votre particularité, à vous, c'est d'être la première ville de France à avoir accueilli des migrants dès la rentrée 2015, au plus fort de la crise migratoire européenne. Il y a donc plus d'un an. Est-ce que vous comprenez la réaction de la mairie de Maurepas et de la plupart du temps des maires des communes qui reçoivent des migrants qui ont l'impression qu'on leur impose un peu ça, qu'il n'y a pas de concertation? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors le point de vue du maire de Maurepas, oui, je le partage, parce que c'est vrai qu'il est toujours choquant de voir que tout d'un coup, on se voit obligé de donner un gymnase à des migrants, puisque très sincèrement, j'ai toujours dit qu'il fallait quand même une organisation au moins minimum, c'est-à-dire qu'il faut au moins un lieu d'accueil prévu, adéquat, qui est fait pour. C'est absolument incontournable, sinon on se risque à avoir un refoulement de la part au moins de la population qui ne va pas comprendre. Vous voulez sous-entendre que déjà la population peut parfois être pas forcément d'accord avec de telles arrivées, et le fait de faire ça derrière leur dos sans forcément les prévenir, ça peut amplifier ce sentiment-là? C'est une opération qui est difficile, faire accueillir des migrants sur une commune, et je dis à plus forte raison si ces migrants arrivent dans un bâtiment qui était prévu pour d'autres activités, ce qui justement n'était pas le cas sur Bonnel. C'était un monastère qui n'était plus occupé. Donc c'est vrai que nous avons échappé à à cette situation, mais tout à fait sûr. Si la préfecture nous disait à nous également d'accueillir des migrants dans notre gymnase, je pense que j'aurais la même réaction que le maire de Maurepas. Oui. En parlant des réactions, en septembre 2015, quelle était la vôtre, même si ce n'était pas sur un équipement municipal, mais tout de suite ça a été pris du bon côté à Bonnel, ou alors il y a eu des inquiétudes initialement?
inquiétude partagée entre les habitants et les élus. Mais les élus ont dit il faut que nous fassions quelque chose pour justement calmer l'inquiétude de nos habitants. Donc nous avons découvert le 9 septembre 2015 l'arrivée de 78 migrants. Nous avions été prévenus même pas jour, quelques heures avant de cette arrivée. Et nous avons pris le parti de tout faire pour que ça se passe le mieux qui soit entre les habitants et le site du monastère des Orontes. Et donc nous avons tenté de lever cette inquiétude au niveau des habitants. Quelles étaient ces inquiétudes justement qu'ils ont pu vous exprimer à vous directement Alors, l'inquiétude découlait d'images de migrants que nous avions en boucle les jours précédents. Et notamment, je me rappelle encore, c'est bien gravé dans ma mémoire, des affrontements entre des migrants qui franchissaient la frontière hongroise et qui se tabassaient en fait avec les militaires hongrois. Tout ça me disait, mais c'est pas possible, ces gens-là vont arriver chez nous. Je me suis dit, mais c'était incompréhensible. Et finalement, il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on peut voir dans les news, dans les médias. Énorme. Quand nous avons vu arriver le 9 septembre un bus avec 78 personnes, ce sont 78 jeunes, avec quelques femmes, il y avait 4 femmes, 3 enfants, tous, je dirais, en les voyant en pied, tous disant bonjour, merci, quasiment en arrivant, ayant plutôt l'attitude de gens effrayés, inquiets, abattus. Nous n'avions plus du tout envie de leur dire non, on ne veut pas de vous. On s'est dit il faut absolument qu'on leur tende la main et qu'on les accompagne. Mais il a fallu vraiment qu'on les voie pour que cette attitude soit telle que je vous la décris. Selon la préfecture des Yvelines, 350 personnes en tout, en plus, doivent être hébergées sur le département des Yvelines, donc 250 en plus des 100 qui sont installés à Morpan en ce moment. Est-ce que vous avez été approché de nouveau pour accueillir des migrants? Est-ce que vous avez de la place encore à Bonnel? Non. Alors, en fait, il faut savoir que les 78 qui sont arrivés en septembre 2015 n'y sont plus. C'est-à-dire qu'ils sont repartis au fil des régularisations des papiers. Et donc, ils ont été remplacés par d'autres personnes venant d'ailleurs d'autres pays, puisqu'au début, c'était exclusivement syriens, irakiens. Depuis, nous avons un peu tous les pays que l'on cite aujourd'hui qui sont chez nous. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on est plus 78, ils sont 91. Et en fait, c'est la capacité d'accueil maximum qui est autorisé aujourd'hui pour le monastère des Orontes. Donc je ne pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il en arrive 30, 40, 50. Là franchement par contre ils entendraient le maire de Bonnel hurler parce qu'il faut aussi recevoir les gens de manière décente. Il n'est pas question qu'on entasse des gens dans un monastère sous prétexte qu'il faut les accueillir. En tout cas, Bonnel, depuis septembre 2015, est cité dans la presse pour montrer, on va dire, un exemple un peu inverse de ce qui peut être montré parfois dans les médias, comme quoi ça se passe très bien chez vous depuis septembre 2015. Vous confirmez que globalement, il n'y a pas de problème? Je pense qu'il n'y a pas que à Bonnel. Je lis aussi, je recherche dans la presse nationale des endroits où il y a eu des accueils de migrants. Il y a d'autres petits villages en France, ça se passe très bien. Vous savez, pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait un climat de confiance qui s'établisse entre les habitants, les élus, ça c'est primordial, mais également avec tous les services, type le service de l'État, donc la préfecture, la sous-préfecture, les services de la cohésion sociale, l'OFPRA, l'Office public, Office français d'accueil des réfugiés, des apatrides. Il faut bien sûr une structure d'accueil qui tienne la route, hein, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas accueillant des migrants. Il faut des gens qui ont beaucoup d'humanité, mais aussi qui connaissent parfaitement les règles pour que les gens qui sont de passage dans un monastère tel que celui de Bonnel, par exemple, il faut qu'ils sachent qu'au bout d'un certain temps, ces gens-là ont les papiers pour pouvoir partir. Ils ne sont qu'en transition, c'est juste qu'une période de régularisation. Mais c'est en aucun cas leur dire, vous arrivez ici, vous allez vivre jusqu'à la fin de vos jours ici. Donc il faut vraiment qu'il y ait tout cet accueil-là qui soit très bien organisé. Et comment vous expliquez ce décalage entre la crainte que peuvent exprimer certains élus, la population aussi généralement, et puis finalement ces bonnes expériences que vous faites d'autres villes, vous les avez mentionnées. Est-ce que finalement il y a une crainte qui est un peu exagérée au départ, qu'il faut savoir peut-être dépasser aussi? C'est peut-être ça aussi le rôle de l'État, de peut-être forcer la main pour montrer que ça peut bien se passer généralement et aller au-delà des craintes qui peuvent être aussi naturelles et compréhensibles.
plutôt que de forcer la main, je pense que l'État doit assurer l'avenir de ces lieux d'accueil. Je crois que quand on voit arriver les personnes et que l'on ne sait pas du tout combien de temps ils vont rester, comment ça va se passer, qui va les accueillir, je pense que toutes ces inquiétudes-là doivent être levées, c'est-à-dire toutes ces interrogations-là doivent être levées. Sinon, bien sûr, l'inquiétude, je sais que le maire de Maurepas a accueilli au courant de l'été des gens dans un gymnase. D'ailleurs, c'est l'équipe encadrante des Orantes de Bonnel qui était présent pour ça s'est très bien passé. Je l'ai appris, même le maire lui-même, j'ai vu il l'a dit dans la presse, comme quoi ça s'était bien passé. Mais lui refaire la même chose aujourd'hui, en lui disant, sans le prévenir, lui réquisitionner un local pour dire à nouveau il en arrive, ça fait pas très sérieux. On comprend que pour que tout se passe bien, le plus important, c'est en amont que tout soit calé, qu'il y ait les services suffisants, que les maires soient au courant. C'est comme ça. La meilleure recette, on va dire. Ce serait la même recette, mais c'est vrai que si on nous avait demandé à la mairie de Bonnel au mois d'août 2015 si on était prêt à accueillir 78 migrants au monastère des Orantes, je ne suis pas sûr que nous ayons accueilli cette nouvelle-là avec enthousiasme. Je pense qu'il faut aussi un petit peu d'imprévu et effectivement il faut pousser un petit peu, mais pas pousser complètement. Et là j'en reprendrai par rapport à ce que vous avez montré en début, c'est le maire de Maurepas, je comprends très bien son ressenti. Il a bien dit que maintenant ça allait mieux parce qu'il a réussi à déplacer des gens sur un autre lieu. Très franchement, s'il avait été associé au moins pour le choix du lieu, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là dès le début, quoi. Je pense qu'il faut quand même une certaine approche. Il faut aussi que l'État ait confiance aux maires. Je reviens toujours à cette confiance, une confiance réciproque, très franchement, et qui doit exister à tous les niveaux. Nous devons, nous, faire l'interface toujours entre les gens qui arrivent et nos habitants. Les habitants ont confiance en nous, nous avons confiance en eux, il faut qu'il y ait une confiance franche. Est-ce qu'avec votre expérience à vous, de maire de Bonnel, est-ce que vous faites l'interface, vous, avec certains de vos collègues voisins, en disant « t'inquiète pas, ça peut aussi, et ça peut souvent se passer très bien ». Je fais l'interface de temps en temps, mais je ne leur dis pas « t'inquiète pas ». Je leur explique ce qui s'est passé et je leur dis à eux « jugez et faites ce que vous voulez ». Très franchement, je ne me permettrai jamais d'aller jouer au maire Zorro qui va dans une commune. Ce n'est pas du tout mon style. Par contre, s'ils veulent profiter d'une expérience vécue, oui, je le ferai avec grand plaisir. Je l'ai eu fait avec certaines communes qui m'ont appelé, qui m'ont demandé. Depuis, je n'ai pas de nouvelles. Je sais qu'il y a des migrants qui sont arrivés chez eux. Mais tant mieux. Et si ça se passe mieux, j'en suis ravi, quoi. On passe désormais au reste de l'actualité. Dans l'actualité cette semaine, la région Île-de-France présentait le bilan de son bouclier sécurité lancé en janvier. Celui-ci prévoit notamment le développement des équipements de vidéosurveillance ou encore le renforcement des moyens matériels pour les policiers. Les précisions. Un budget multiplié par 3, une priorité assumée. La sécurité reste un enjeu majeur pour Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France. 18 millions d'euros en 2016 pour soutenir notamment les communes dans leurs différentes démarches. À Méré, par exemple, dans les Yvelines, la ville a perçu près de 100 000 euros pour l'installation de 5 nouvelles caméras. Il ne s'agit pas que la région prenne la main sur la sécurité, il s'agit que nous aidions toutes les communes. Donc quand un maire souhaite installer de la vidéoprotection, rénover de la vidéoprotection et équiper sa police municipale, eh bien la région peut l'aider financièrement. Et c'est ce qu'on a fait cette année en doublant ce budget qui était avant à la région. La sécurisation des îles de loisirs comme celle de Saint-Quentin en Yvelines ou encore des lycées sont également des priorités de la région. Depuis la mise en place du bouclier sécurité en janvier, les transports en commun de leur côté seront tous dotés de la vidéoprotection d'ici 2021. La vidéoprotection, ça ne marche que s'il n'y a pas d'angle mort, que si tout le réseau est entièrement couvert, sinon évidemment les actes de délinquance se produisent là où il n'y a pas de caméra. Donc nous avons décidé de faire un plan 100% vidéoprotection dans les trains avec le renouvellement du matériel roulant. Nous y arriverons avant la fin de la mandature et nous équiperons 70 gares routières dès cette année en lien avec le ministère de l'Intérieur. Et en réponse à l'actualité du moment, la région accélère aussi son soutien aux forces de l'ordre. Plus de 5 millions d'euros sont ainsi consacrés à la rénovation des commissariats et des casernes franciliennes. Dans les Yvelines, les casernes d'Équevilly et Saint-Germain-en-Laye ont reçu des financements régionaux.
Guy Poupard, on l'a vu dans ce reportage, la région a fait de la sécurité l'une de ses priorités et souhaite aider les communes qui ont besoin d'aide financière pour équiper les agents, installer des caméras de vidéosurveillance. Est-ce qu'une petite ville comme vous, une ville rurale de 2000 habitants, a aujourd'hui besoin de soutien pour financer des équipements, pour assurer sa sécurité ? Alors, si nous étions obligés de faire de la vidéosurveillance, j'aurais besoin d'un soutien financier, évidemment. Mais par contre, si on me demande est-ce que vous souhaitez de la vidéosurveillance, très sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si, pour certains, qu'il faudrait le rapprochement entre l'arrivée de migrants sur le village et... Vous avez anticipé ma prochaine question. Certains, c'est l'un des Voilà. arguments. Parfois, quand les gens ne veulent pas des migrants, ils disent voilà, il peut y avoir des problèmes de sécurité. Ça peut engendrer des problèmes de sécurité, à tort ou à raison. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Pour moi, l'arrivée des migrants, ça fait une augmentation de population à Bonnel, de 78 personnes, moins 90 aujourd'hui, mais ce ne sont pas des gens qui sont plus dangereux que les autres. Très sincèrement, je me vois mal leur dire « bienvenue, mais pour vous surveiller, on va mettre des caméras pour voir ce que vous faites ». Très franchement, non, je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas et mon conseil municipal ne le ressent pas et n'en ressent pas la nécessité. Et je n'ai aucun habitant qui est venu me dire « vous savez, maintenant qu'il y a des migrants sur la commune, il nous faudrait de la vidéosurveillance ». Les jeunes migrants qui sont en ce moment au monastère des Orantes, tous les jours, vont jouer au foot sur le terrain de foot de Bonnel. Et tout se passe très bien. Ils passent devant l'école, à 10 mètres devant l'école. Quand à 16h30, les enfants sortent de l'école maternelle, l'école élémentaire, devant, ils croisent des Tibétains, ils croisent des Syriens, des Irakiens, des Afghans. Franchement, je n'ai pas senti la moindre crainte, la moindre inquiétude. Les enfants jouent, les parents ils sont en campagne comme d'habitude. Nous n'avons pas changé nos habitudes à Bonnel. Et vous me le disiez pendant le reportage, il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains, ce sont des jeunes, des hommes, des femmes, parfois des enfants. Nous avons eu 3 enfants à un moment donné, mais ils sont comme des Bonnellois. On n'a pas de Bonnel, on a un seul et unique Bonnel qui contient aujourd'hui un centre où il y a 90 personnes que nous n'avions pas l'habitude de voir, mais ça s'arrête là. Non, sur la vidéoprotection, si on nous oblige à en installer, bien sûr, on le fera, parce que le maire, je ne vois pas trop pourquoi je m'opposerais, si ça peut servir à une sécurité nationale. Et dans ce cas-là, bien sûr, je remercie Valérie Pécresse si elle nous offre la possibilité de financer une partie, mais nous n'en sommes pas demandeurs aujourd'hui. Quand on regarde les débats actuellement, pour revenir à cet aspect sécuritaire, les programmes politiques, les attentats, la colère des policiers et des forces de l'ordre en ce moment qui s'expriment depuis plusieurs jours, on a l'impression que la question sécuritaire s'est dégradée, la sécurité s'est dégradée en France. Vous, en qualité de maire d'une petite commune, quel regard vous portez sur cette analyse? Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que vous constatez, vous aussi, qu'on est moins en sécurité aujourd'hui en France qu'avant? On ne le ressent pas trop dans nos villages, si ce n'est quand même des menus larcins, c'est-à-dire des vols de voitures et des vols dans les maisons, si on le ressent un peu plus maintenant que nous le ressentions il y a quelques années. Ça, c'est flagrant. Et d'ailleurs, je crois, pour en revenir à la vidéoprotection, je crois que dans le secteur, ils souhaiteraient installer de la vidéoprotection plus pour voir les gens rentrer et sortir du village, pour essayer de pister ceux qui ont fait qui ont volé, plutôt que de pister un endroit particulier pour le surveiller. Et oui, on ressent effectivement qu'il y a... Mais pas autant que ce qui peut être parfois exprimé. Non, heureusement, et je souhaite vraiment qu'il n'ait pas, que ça n'arrive pas dans nos villages. Oui. Dans l'actualité cette semaine aussi, le projet du Grand Paris en vidéo, 1616 Prod, agence de communication audiovisuelle située à Plaisir, rafle toutes les distinctions avec son film sur le Grand Paris. Ce projet est né suite à une commande et fait aujourd'hui le tour des festivals. Camille Lambert a rencontré son producteur. Reportage. Je rêve d'une ville qui raconte notre histoire et qui imagine l'avenir. Le Grand Paris se dévoile sous la forme d'un film, 4 minutes pour présenter ce projet qui ont multiplié les distinctions. Le film a reçu en octobre 3 prix lors des festivals Cannes Corporate et Made in Corporate de Deauville. Derrière ce succès, David Martin et sa société de production originaire de Plaisir. On espérait vraiment avoir un peu de succès, quand même, enfin un retour très positif sur ce film, parce qu'on s'est vraiment investi. C'est un vrai défi, on a tourné avec des caméras vraiment de dernière génération pour faire des images très ralenties, comme on peut voir le saut, la personne qui saute au-dessus de la gare. Du Champ de Mars au château de Versailles, 20 jours de tournage dans toute l'Île-de-France ont été nécessaires. Commandé par la Société du Grand Paris, le clip a été diffusé en juillet dans les ambassades françaises. Derrière cette première diffusion, ils souhaitaient en fait
sensibiliser les investisseurs internationaux, pour les pousser à participer, à investir dans le Grand Paris et dans les quartiers de demain. Qui nous ont tout de suite fait confiance, en fait, pour qu'on leur propose plutôt un film original qui sorte des films institutionnels qu'on peut voir en général et qui privilégie justement l'humain, l'émotion, pour commencer à sensibiliser les gens, en fait. 16-16 Prod fête cette année ses 10 ans. C'est la première fois qu'un de ses films est récompensé. L'œuvre continue de faire le tour des festivals. Prochaine étape Tokyo, verdict le 25 novembre. Le projet du Grand Paris, quel regard vous portez, vous, dessus? Vous êtes une commune qui est concernée forcément par ce sujet. Plus de transport, plus de logements, c'est une aubaine pour une petite commune comme vous. Alors ça vous fait craindre le pire et notamment d'être peut-être mise de côté encore plus, puisque c'est le sentiment qu'on a parfois en grande couronne quand on est une petite ville. Alors nous sommes une petite commune, c'est vrai, de 2000 habitants. Comme je me fait plaisir à dire, ce n'est pas un endroit où on habite, mais bien où on vit. C'est-à-dire qu'on a une vraie vie de village. Et cette vie de village, nous ferons tout pour la conserver. Mais notre adhésion au parc naturel régional de Haute-Vallée de Chevreuse, je pense, me conforte dans cette position-là. Je pense que le parc naturel régional gardera cette identité naturelle, identité rurale. Et après, le Grand Paris, c'est vrai que ça nous semble très important, c'est sûrement utile. Je ne fais pas la politique nationale, mais je vois. Vous aurez la ligne 18 qui ne va pas passer très loin de chez vous, pas tout à fait à côté, mais dans le coin, notamment à Saint-Quentin. Oui, voilà, oui, tout à fait. Mais bon, on a déjà la ligne RER-B qui arrive à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Si la ligne B Saint-Rémy-les-Chevreuses était dans un état excellent, c'est parfait. À titre personnel, je vais de temps en temps. Les transports en commun actuels plutôt que. Alors après, c'est vrai, comment irons-nous sur ce Grand Paris? C'est vrai que c'est une question que nous nous posons, puisque bon nombre de mes habitants travaillent sur la plus petite couronne, c'est-à-dire que plus proche de Paris, et donc plutôt qu'utiliser leur voiture, s'ils pouvaient utiliser les transports en commun, j'en serais ravi. Et ne serait-ce pouvoir aller à Saint-Rémy-les-Chevreuses, attraper le RER, ce serait une excellente chose. Et puis on a une ligne de bus là, qui prend de l'autoroute jusqu'à Massy-Palaiseau, qui passe à proximité, à Lanvilliers. Nous souhaitons aussi avoir un rabattement sur ces endroits-là. Le Grand Paris, c'est bien, mais c'est vrai que nous souhaiterions vraiment ne pas être oubliés, parce que nous ne serons pas dans l'emprise exacte du Grand Paris, nous serons dans la périphérie du Grand Paris, et nous souhaitons vraiment pouvoir y accéder au Grand Paris plus facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas simple. On passe à un sujet un peu plus léger maintenant, puisque cette semaine a été marquée, vous le savez, par la Toussaint et la fête d'Halloween. La rédaction de TV-Fil vous a proposé toute cette semaine une série de reportages sur les légendes yvelinoises. Retour sur celle du cocher sans tête au château de Rambouillet. Une légende a donné la chair de poule qui date du XVIIIe siècle. Reportage de Nicolas Dandry, Mélanie Poquet et sur un montage de Romain Ruspini. Les Rambolitains entendraient encore aujourd'hui le bruit des roues d'un carrosse autour du château. Dans les années 1770, un riche propriétaire de Saint-Léger en Yvelines décide d'emmener sa compagne au château de Rambouillet pour une balade en carrosse dans le parc. À mi-chemin, dans un endroit reculé du parc, le carrosse s'arrête et donc le propriétaire décide d'aller voir ce qui se passe. Et là, il découvre son cocher décapité qui tient encore les rênes. Donc de peur, il emmène sa belle et s'enfuit. L'histoire vieille de 3 siècles se transmet entre les employés du château. C'est quelqu'un avec qui je travaille qui nous en a parlé, donc ça remonte à quelques années quand même, puisque parfois il essayait de savoir en allant se balader dans le parc quand il n'y avait pas beaucoup de monde, essayer d'entendre ce bruit, mais je pense qu'il faut attendre la nuit tombée quand même pour l'entendre. Le fantôme du cocher hante le domaine royal, mais pas seulement. Louis XIV, Charles X ou plusieurs présidents de la Troisième République y ont séjourné et leur esprit rôderait dans les lieux. Avec tous les personnages qui sont passés dans ce château, on peut peut-être, enfin moi j'y crois, d'autres qui sont cartésiens n'y croiront pas du tout, mais moi je me dis que pourquoi pas justement avoir des âmes, des personnes qui sont passées par ici, qui restent dans les murs. Une histoire peu connue des visiteurs, mais le message envoyé par le château est clair, les curieux sont les bienvenus. À Rambouillet, la présence des fantômes n'est pas tabou. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci Guy Poupard de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission, cette demi-heure. Je rappelle que vous êtes le maire sans étiquette de Bonnel et vous y tenez sans étiquette. Oui, merci beaucoup pour m'avoir invité et avoir pu porter mon témoignage personnel. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.